Bonjour esprit curieux et bienvenue. Si aujourd'hui nous utilisons des mots comme logique, énergie, éthique ou politique, c'est en grande partie grâce à un seul homme. Il ne fut pas seulement l'élève le plus brillant de Platon, ni seulement le précepteur du plus grand conquérant de l'histoire, Alexandre le Grand. Il fut, comme l'appelait Dante, le maître de ceux qui savent. Nous parlons d'Aristote de Stagir. Mais pourquoi lui consacrer du temps aujourd'hui, plus de 2 millénaires plus tard? Parce qu'Aristote ne nous a pas offert des réponses mystiques, mais un système, une méthode pour comprendre absolument tout, de la chute d'une feuille à la nature du bonheur humain et à la structure même du cosmos. Sa question fondamentale n'était pas « qu'y a-t-il au-delà ?», mais « comment fonctionne ce qui est ici ?» Dans ce voyage, nous allons déconstruire ce titan. Nous explorerons 3 piliers de sa pensée. Premièrement, sa boîte à outils, la logique, le système qu'il a inventé pour raisonner correctement. Deuxièmement, sa vision de la réalité, la métaphysique, qui nous mènera à son concept le plus étrange et fascinant, le premier moteur immobile. Et troisièmement, son guide pour la vie, l'éthique, sa quête de l'eudémonia ou l'épanouissement humain. Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de notre récit. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que votre imagination puisse s'envoler avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre Aristote, il faut d'abord comprendre son maître, Platon. À 17 ans, Aristote se rendit à Athènes et rejoignit l'Académie de Platon, le centre intellectuel du monde. Il y passa 20 ans, d'abord comme élève, puis comme enseignant. Mais malgré son profond respect pour Platon, son esprit curieux le mena à une rupture fondamentale avec lui. Platon était un idéaliste. Il croyait que la vraie réalité ne résidait pas dans ce monde sensible qui n'est qu'une ombre, mais dans un monde des idées, parfait et immuable. Pour connaître la vérité, il fallait utiliser la raison pour se souvenir de ses formes parfaites. Aristote, en revanche, était un empiriste. Il a regardé autour de lui et a dit « Non, la réalité c'est ça. Elle est ici, dans les choses que nous pouvons toucher, voir et sentir. » Après la mort de Platon, Aristote quitta Athènes. Il fut le précepteur d'Alexandre le Grand, un travail qui lui procura d'immenses ressources. Il revint ensuite à Athènes et fonda sa propre école, le lycée. Contrairement à l'académie, le lycée était un centre de recherche empirique. Aristote et ses étudiants, appelés péripatéticiens parce qu'ils marchaient en discutant, collectionnaient des plantes, étudiaient les constitutions politiques et disséquaient des animaux. Le projet d'Aristote n'était rien de moins que de classer et de comprendre tout le savoir humain. Il divisa le savoir en 3 grandes branches. Les sciences théoriques, comme la métaphysique, la physique et les mathématiques, qui cherchent la connaissance pour elles-mêmes. Les sciences pratiques, comme l'éthique et la politique, qui cherchent la connaissance pour l'action. Et les sciences poétiques, comme la rhétorique et le théâtre, qui cherchent la connaissance pour la création. Or, pour bâtir cet édifice colossal de savoir, Aristote avait besoin d'une base solide. Il lui fallait un ensemble d'outils, un manuel d'instruction pour la pensée elle-même. Cet outil, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la logique. Il l'appelait analytique, et ses écrits sur le sujet furent compilés dans un ouvrage intitulé l'Organon, qui signifie littéralement l'outil. Pour Aristote, la logique n'est pas une science en soi, mais le propédeutique, l'étude préparatoire à toutes les autres sciences. C'est l'art de l'inférence valide. Elle ne nous dit pas quoi penser, mais comment penser correctement. Elle s'occupe de la structure de nos arguments, assurant que si nous partons de prémices vraies, notre conclusion sera nécessairement vraie. La pièce maîtresse de sa logique est le syllogisme. C'est une structure d'argumentation simple mais incroyablement puissante qui se compose de 2 prémices et d'une conclusion. L'exemple classique que nous connaissons tous. Prémisse 1, tous les hommes sont mortels. Prémisse 2, Socrate est un homme. Conclusion, par conséquent, Socrate est mortel. La conclusion découle inévitablement des prémices. Cela peut sembler évident, mais ce fut révolutionnaire. Aristote fut le premier à le formaliser. Il analysa toutes les formes possibles de syllogisme, identifiant celles qui étaient valides et celles qui étaient des sophismes. Il nous a donné une méthode pour vérifier si un argument a du sens ou si quelqu'un essaie de nous tromper avec une rhétorique vide. C'est le code source de la pensée critique occidentale. Le pouvoir du syllogisme est qu'il sépare la forme d'un argument de son contenu. Vous pouvez avoir un syllogisme logiquement parfaitement valide, mais faux parce que ses prémices sont fausses. Par exemple, tous les chats sont verts. Minou est un chat. Par conséquent, Minou est vert. L'argument est logiquement valide, mais la conclusion est fausse parce que la première prémisse est fausse. D'un autre côté, vous pouvez avoir un argument invalide avec des prémices vraies. Tous les chiens sont des mammifères. Tous les chats sont des mammifères. Par conséquent, tous les chats sont des chiens.
Les deux prémices sont vraies, mais la structure est incorrecte, la conclusion ne s'ensuit pas. Aristote nous a appris à débusquer ces sophismes, ces erreurs dans la forme du raisonnement. Mais avant de pouvoir construire des syllogismes, il faut savoir de quoi on parle. Aristote a également abordé cette question avec sa théorie des catégories. Il s'est demandé quels sont les types de choses les plus fondamentaux que l'on puisse dire de quelque chose. Quels sont les blocs de construction de base du langage et de la réalité? Il identifia 10 catégories. La plus importante est la substance, ou zia, qui est la chose en soi. Par exemple, ce cheval ou cet homme. C'est ce qui n'est pas dit d'autre chose, mais ce dont d'autres choses sont dites. C'est le sujet fondamental. Sans substance, nous ne pouvons rien prédiquer, nous ne pouvons rien dire. Les 9 autres catégories sont des accidents, des propriétés qui peuvent ou non appartenir à une substance. Celles-ci incluent la quantité, comme 2 mètres de hauteur, la qualité, comme blanc ou courageux, la relation, comme plus grand que, le lieu, le temps, la position, l'état, l'action et la passion. Ces catégories sont la grammaire fondamentale de la réalité. Ainsi, avec les catégories, Aristote nous a donné les briques, les mots et les concepts de base. Avec le syllogisme, il nous a donné le mortier, la méthode pour combiner ces briques et construire des arguments solides. Cet outil, l'organon, lui a permis de passer de la simple pensée à la construction d'un système complet de l'univers. Et cela nous mène à sa première philosophie, la métaphysique. Le mot métaphysique vient en réalité de la manière dont ses œuvres furent organisées. Ses écrits sur la première philosophie venaient après la physique, Metataphysica. Mais le nom convient parfaitement. C'est l'étude de l'être en tant qu'être. Elle n'étudie pas tel ou tel objet, mais la nature fondamentale de l'existence elle-même. Elle demande qu'est-ce que être, qu'est-ce qui est réel. C'est ici qu'Aristote se sépare réellement de Platon. Pour Aristote, chaque objet individuel de ce monde, chaque substance, est une unité composée de 2 principes inséparables. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. Ces 2 principes s'entendent sont la matière, il, et la forme, morphe. C'est ce qu'on appelle l'illémorphisme. Pensons à une statue de bronze d'Athéna. La matière est le bronze, c'est le de quoi elle est faite. Le bronze en soi n'est pas une statue, c'est seulement une potentialité. La forme est l'idée ou l'essence d'Athéna, la structure que le sculpteur impose au bronze. Vous ne pouvez pas avoir la statue sans le bronze. Et ce n'est pas une statue tant que le bronze n'a pas cette forme. Ils forment une unité. Cette idée d'illémorphisme a résolu un problème qui hantait les philosophes précédents, le problème du changement. Héraclite disait que tout coule et que l'on ne peut pas se baigner 2 fois dans le même fleuve. Parménide disait que le changement est une illusion, parce que l'être est et le non-être n'est pas. Comment quelque chose peut-il ne pas être et ensuite être? Aristote le résout avec son illémorphisme. Le changement n'est pas un saut du néant à l'être, c'est la matière qui est déjà en puissance, qui perd une forme et en acquiert une nouvelle. Quand une pomme verte, matière, pomme, forme, verte, mûrit, elle devient une pomme rouge, matière, pomme, forme, rouge. La matière, la pomme, persiste. Il n'y a pas eu de création ex nihilo. Il est crucial de comprendre cela. La forme d'Aristote n'est pas la forme de Platon. La forme platonicienne existe dans un monde séparé, céleste. La forme aristotélicienne n'existe que dans la matière. Il n'y a pas de chevalité flottant dans le ciel. Il y a la forme de cheval qui existe inséparablement dans ce cheval particulier et dans celui-ci et dans celui-là. Cette idée a des implications profondes. Pour Aristote, l'âme, psyche, est simplement la forme d'un corps vivant. De même que la forme d'une hache est sa capacité à couper, la forme d'un être humain est sa capacité à vivre, à sentir et fondamentalement à raisonner. L'âme n'est pas un fantôme dans la machine. C'est l'organisation fonctionnelle du corps. Corps et âme sont une seule et même substance. Bien, nous avons la matière et la forme. Mais comment expliquer le changement? Comment quelque chose passe-t-il d'être une chose à en être une autre? Pour comprendre pleinement quoi que ce soit, dit Aristote, nous devons connaître ces 4 causes, ou, mieux dit, ces 4 explications. Revenons à notre statue de bronze. La cause matérielle est ce dont elle est faite, c'est le bronze. C'est le substrat qui persiste à travers le changement. La cause formelle est sa forme, son essence. C'est le dessin dans l'esprit du sculpteur, la structure d'Athéna qui fait du bronze une statue et non un lingot. La cause efficiente est l'agent primaire du changement. C'est le sculpteur et ses outils. C'est le quoi ou qui l'a faite. Et enfin, la plus importante de toutes pour Aristote, la cause finale, ou télos. C'est le pourquoi de la chose, le but. Dans ce cas, cela pourrait être pour honorer la déesse ou pour embellir le temple. Aristote voyait le télos partout, surtout dans la nature. L'univers n'est pas aléatoire, tout a un but inhérent.
Le télos d'un gland est de devenir un chêne. Le télos d'un œil est de voir. Le télos d'une araignée est de tisser une toile. La nature entière est un système de finalité. Ce concept de télos est lié à une autre de ses grandes idées, la distinction entre potentialité, dynamisme, et actualité, entelechia. Le gland est en puissance un chêne. Il n'est pas en puissance une vache, il a la capacité inhérente de devenir un chêne. Le chêne mature est l'actualité de ce gland. C'est la réalisation de son potentiel, l'accomplissement de son télos. Pensons à la hiérarchie de l'être que cela implique. En bas, vous avez la matière première, pure potentialité sans forme, quelque chose de presque impensable. Au fur et à mesure que l'on monte, les choses ont plus de forme et d'actualité. Une roche, une plante, un animal, un humain. Au sommet absolu, il doit y avoir quelque chose qui était forme pure, sans aucune matière, sans aucune potentialité. Ainsi, pour Aristote, tout changement dans l'univers est simplement le processus de quelque chose de potentiel devenant actuel. Le mouvement est l'actualisation d'une potentialité. Un morceau de bois qui est en puissance, chaud, devient en acte chaud quand le feu, une cause efficiente, agit sur lui. C'est un système élégant et complet pour décrire le monde. Maintenant, préparez-vous, car c'est ici que la logique d'Aristote le mène à sa conclusion la plus stupéfiante. Nous voyons du mouvement partout. Ce ballon bouge parce que je l'ai frappé. Je me suis déplacé parce que mon muscle s'est contracté. Mon muscle s'est contracté parce que mon cerveau a envoyé un signal. Chaque mouvement est causé par un autre mouvement. Mais, se demande Aristote, cette chaîne de « ce qui meut » peut-elle remonter à l'infini? Il dit non. Une régression infinie de causes est logiquement impossible. Si tout mouvement est l'actualisation d'un potentiel par quelque chose qui est déjà en acte, il doit y avoir quelque chose au début de la chaîne. Quelque chose qui meut sans être mu. Ce quelque chose est le proton kinun akiniton, le premier moteur immobile. C'est la cause première de tout le mouvement dans l'univers. Il doit être éternel, car si jamais il commença, quelque chose d'autre a dû le mouvoir. Et il doit être immuable, car changer, c'est passer de la puissance à l'acte, et cet être ne peut avoir de potentiel. Il doit être pure actualité, pure entelechia. Cette cosmologie domina la pensée occidentale pendant près de 2000 ans. Il est important de comprendre que pour Aristote, ce n'était pas de la poésie. C'était de la science. C'était une déduction logique rigoureuse, basée sur l'observation, tout bouge, et le principe de non-contradiction. Il ne peut y avoir de régression infinie. Le premier moteur n'était pas une option, c'était une nécessité. Et bien que la physique ait changé, la question métaphysique persiste. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? L'univers a-t-il besoin d'une cause première ou peut-il s'expliquer par lui-même? Les physiciens modernes et les philosophes continuent de débattre de ces questions qu'Aristote a formulées pour la première fois avec tant de clarté. Mais s'il est immobile, comment meut-il l'univers? Voici le génie. Il ne meut pas en poussant comme une cause efficiente. Il meut comme cause finale. Il meut l'univers de la même manière qu'un objet de désir meut celui qui le désire. Le premier moteur est un être parfait, pure actualité, qui se contemple lui-même. Et l'univers entier, la sphère des étoiles fixes, se meut par amour pour cette perfection, cherchant à l'imiter. Ce Dieu d'Aristote n'est pas le Dieu personnel des religions abrahamiques. Il n'a pas créé le monde est éternel. Il ne répond pas aux prières, il n'est même pas conscient de nous. C'est un principe logique, une nécessité métaphysique. C'est une pure pensée se pensant elle-même, noesis noeseos, la perfection absolue qui par sa simple existence inspire tout le mouvement et le télos de la création. Ayant établi le fonctionnement de l'univers, de la logique d'une phrase au moteur qui meut les étoiles, Aristote dirige son formidable intellect vers une question plus pratique. Quelle est notre place dans ce cosmos? Quel est le télos d'un être humain? Cela nous mène de la métaphysique à son chef-d'œuvre sur la morale, l'éthique à Nicomaque. De même que le télos d'un gland est de devenir un chêne et le télos d'un couteau est de couper, Aristote demande « Quel est le but final de l'être humain? Qu'est-ce que nous cherchons pour lui-même et non comme un moyen pour autre chose? Nous cherchons l'argent, mais seulement pour acheter des choses. Nous cherchons l'honneur, mais seulement pour nous sentir bien. Il doit y avoir un bien suprême. Ce bien suprême, dit-il, tout le monde s'accorde à l'appeler eudaimonia. Ce mot grec est souvent traduit par bonheur, mais c'est une traduction pauvre. Bonheur évoque un sentiment passager. L'eudaimonia est quelque chose de plus profond. Elle signifie épanouissement humain, une vie bien vécue, la pleine réalisation de notre potentiel en tant qu'êtres humains. C'est une évaluation d'une vie entière. L'eudaimonia, cet épanouissement, n'est pas un état, mais une activité. C'est quelque chose que l'on fait, pas quelque chose que l'on a. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut accomplir en un jour. Comme il le disait, une hirondelle ne fait pas le printemps ni un seul jour. C'est l'activité vertueuse tout au long d'une vie entière. C'est le projet de votre vie.
Alors, comment atteignons-nous le démonia? Aristote utilise son argument de la fonction, ergon. La bonté de toute chose réside dans l'accomplissement de sa fonction spécifique. Un bon flûtiste joue bien de la flûte. Quelle est la fonction spécifique de l'être humain? Ce n'est pas seulement vivre, les plantes aussi le font. Ce n'est pas seulement sentir, les animaux aussi le font. Notre fonction unique est la raison. Par conséquent, conclut Aristote, le daimonia, l'épanouissement humain, consiste en une activité de l'âme conforme à la vertu, arrêtée. Il ne suffit pas d'avoir la raison, il faut bien l'utiliser. Et bien l'utiliser signifie vivre vertueusement. La vertu n'est pas une pensée, c'est une action. C'est l'excellence du caractère. Aristote divise les vertus en deux types. Premièrement, les vertus intellectuelles, qui appartiennent à la partie purement rationnelle de l'âme, comme la sagesse, sophia, et la prudence, ou sagesse pratique, phronésis. Celles-ci s'apprennent principalement par l'enseignement. Deuxièmement, et plus célèbre, les vertus morales, qui appartiennent à la partie non rationnelle de l'âme, nos désirs et appétits, dans la mesure où elle peut écouter la raison. Des vertus comme le courage, la tempérance, la générosité, et celles-ci, dit Aristote, ne s'apprennent pas en étudiant. Elles s'apprennent par la pratique. Voici l'une de ses idées les plus influentes. La vertu morale est une habitude, ethos. Nous ne naissons pas courageux ou lâches. Nous naissons avec le potentiel d'être l'un ou l'autre. Nous devenons courageux en faisant des actes courageux. Nous devenons justes en faisant des actes justes. C'est la pratique qui forge notre caractère. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Mais qu'est-ce qu'un acte courageux? Comment savoir quoi faire? Aristote introduit sa doctrine la plus célèbre, le juste milieu ou le mésotès. La vertu morale est toujours un point médian entre deux vices, un vice d'excès et un vice de carence. Ce n'est pas une moyenne mathématique, mais un milieu relatif à nous. Il est important de noter que le juste milieu est relatif à nous. Ce n'est pas une moyenne mathématique. Le juste milieu de nourriture pour un athlète olympique, excès pour moi, est différent du juste milieu pour un employé de bureau. La quantité de courage requise pour un soldat est différente de celle d'un bibliothécaire. Cela signifie que l'éthique aristotélicienne exige la connaissance de soi. Vous devez connaître vos propres tendances. Si vous savez que vous avez naturellement tendance à être lâche, Aristote vous conseillerait de viser un peu plus l'audace pour pouvoir atteindre le courage. C'est une correction consciente du caractère. Prenons la peur. Une personne qui fuit tout et n'affronte aucun danger est un lâche, carence. Une personne qui se jette dans n'importe quel danger sans réfléchir, qui ne craint rien, est un téméraire, excès. La vertu, le courage est le juste milieu. C'est ressentir la peur dans la bonne mesure, pour les bonnes raisons, au bon moment et agir malgré elle. Prenons le don d'argent. Quelqu'un qui ne donne rien et accapare tout est un avare, carence. Quelqu'un qui donne tout aveuglément et se ruine est un prodigue, excès. La vertu, la générosité est le juste milieu. C'est donner la bonne quantité aux bonnes personnes pour la bonne raison. Le démonia requiert également des biens extérieurs. Aristote est très pratique. Il admet qu'il est difficile, sinon impossible, d'être pleinement vertueux et de s'épanouir si l'on est extrêmement pauvre, malade, laid ou sans amis. La vertu, c'est la chose principale, mais la fortune aide. C'est une éthique pour la vie réelle. Maintenant, la grande question, comment trouvons-nous ce juste milieu dans chaque situation? Ce n'est pas facile, il n'y a pas de règle simple. C'est là qu'intervient la vertu intellectuelle clé, la phronésis ou sagesse pratique. C'est la capacité, acquise par l'expérience, de percevoir la situation, de peser les facteurs et de voir quelle est l'action vertueuse. Et l'amitié, philia, est absolument essentielle. C'est le plus nécessaire à la vie. Il consacre 2 livres entiers de l'éthique à l'amitié. Il y a des amitiés d'utilité pour les affaires et de plaisir pour le divertissement, mais l'amitié la plus élevée est l'amitié de vertu, où 2 bonnes personnes s'aiment pour ce qu'elles sont et s'aident mutuellement à être plus vertueuses. Ce n'est pas du relativisme. Cela ne signifie pas que tout est permis. Aristote est clair. Certaines actions, comme le meurtre, l'adultère ou la rancune, sont mauvaises en elles-mêmes. Elles n'ont pas de juste milieu. On ne peut pas commettre un meurtre modéré. Mais pour la plupart des actions, la vertu se trouve dans ce point d'équilibre que la personne dotée de sagesse pratique peut trouver. Ainsi, une vie de démonia est une vie d'activité vertueuse habituelle guidée par la sagesse pratique. Mais Aristote va un pas plus loin. À la fin de l'éthique, il demande quelle est la plus haute forme de démonia? Quelle est l'activité la plus parfaite? Rappelez-vous, notre fonction unique est la raison. L'activité la plus élevée, conclut-il, est la vie contemplative. La vie dédiée à la théoria, la recherche de la connaissance pour la connaissance elle-même. Pourquoi? Parce que c'est l'activité la plus autosuffisante, la plus continue, et c'est celle qui utilise notre faculté la plus divine, la raison. En contemplant les vérités éternelles,
nous nous ressemblons, ne serait-ce que brièvement, au premier moteur qui se contemple lui-même. L'éthique d'Aristote est donc profondément humaine. Elle ne nous demande pas de suivre des règles divines, mais de cultiver notre caractère. Elle nous donne un but, le démonia. Elle nous donne une méthode, l'habitude et le juste milieu. Et elle nous donne un outil, la sagesse pratique. C'est une éthique de l'autoréalisation. Mais Aristote est réaliste. Il sait que nous ne pouvons pas devenir vertueux seuls. Un individu isolé, dit-il, est une bête ou un dieu. Mais nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes un zoon politikon, un animal politique, ou plus précisément un animal social vivant dans une polis. Pour Aristote, la politique est la continuation et l'aboutissement de l'éthique. L'éthique traite du bien de l'individu, mais la politique traite du bien de la communauté entière. Et puisque nous ne pouvons atteindre notre eudaimonia qu'au sein d'une communauté, l'étude de la bonne vie mène inévitablement à l'étude du bon état. Le hétélos ou le but de l'état, la polis, n'est pas simplement la survie, ni la richesse, ni la conquête militaire. Le but le plus élevé de l'État est de créer un environnement dans lequel ses citoyens peuvent mener des vies vertueuses et atteindre l'eudémonia. La bonne politique est l'architecture de la vertu. Aristote, toujours empiriste, collectionna et étudia les constitutions de 158 cités-États grecs. Sur cette base, il classa les gouvernements. Il existe 3 formes bonnes, qui recherchent le bien commun, et 3 formes corrompues, qui recherchent le bien du dirigeant. Le gouvernement d'un seul pour le bien commun est la monarchie. Sa forme corrompue est la tyrannie. Le gouvernement de quelques-uns, les meilleurs, pour le bien commun est l'aristocratie. Sa forme corrompue est l'oligarchie, gouvernement des riches. Et le gouvernement de beaucoup pour le bien commun, il l'appelle politeia ou république. Sa forme corrompue est la démocratie. Attendez, la démocratie est-elle mauvaise? Pour Aristote et Platon, oui. Ce qu'ils appelaient démocratie est ce que nous appellerions aujourd'hui gouvernement de la foule ou populisme, où les pauvres, étant majoritaires, gouvernent dans leur propre intérêt, expropriant les riches et créant le chaos. C'est l'excès de liberté. Alors, quel est le meilleur état en pratique? La politeia, république. Et qu'est-ce que c'est? C'est un mélange intelligent d'oligarchie et de démocratie. C'est un état gouverné par une classe moyenne forte. La classe moyenne, dit-il, est la moins sujette à l'arrogance des riches ou à l'envie des pauvres. C'est le juste milieu appliqué à la politique. Nous ne pouvons pas parler de sa politique sans aborder ses aspects les plus sombres. Aristote, un homme de son temps, défendait l'esclavage comme naturel, arguant que certaines personnes sont des esclaves par nature, aptes seulement au travail physique. Il considérait également les femmes comme des êtres inférieurs et incomplets, incapables de la même rationalité pleine que les hommes. Ces idées sont moralement répugnantes aujourd'hui et démontrent les limites de son empirisme. Au lieu de remettre en question les structures de pouvoir d'Athènes, son observation les a simplement rationalisées et justifiées. C'est un rappel crucial que même le penseur le plus brillant peut être profondément aveuglé par les préjugés de sa propre culture. Son analyse de la rhétorique, l'art de la persuasion, est un autre pilier. Contrairement à Platon qui s'en méfiait, Aristote la traita comme un outil essentiel pour la vie politique. Il analysa les 3 modes de persuasion, le logos, l'argument logique, le pathos, l'appel à l'émotion, et l'éthos, la crédibilité et le caractère de l'orateur. Cependant, son idée centrale, que les humains sont des êtres politiques et que le but de l'État est l'épanouissement de ses citoyens, résonne à travers les siècles. Elle nous oblige à nous demander à quoi sert notre gouvernement? Est-ce seulement pour l'économie et la sécurité ou est-ce pour quelque chose de plus grand? Est-ce pour nous aider à bien vivre? La portée d'Aristote était stupéfiante. Il ne fut pas seulement un philosophe. Il fut sans aucun doute le premier grand biologiste. Il passa des années sur l'île de Lesbos à étudier la vie marine. Il disséqua des animaux, observa le développement des embryons de poulets et classifia plus de 500 espèces animales dans son Histoire des animaux. Sa biologie était guidée par son télos. Il cherchait le but de chaque organe. À quoi servent les branchies? À quoi sert le poumon? Il créa une scala natura, une échelle de la nature, des minéraux inanimés, en passant par les plantes qui ont une âme nutritive, les animaux, âme sensitive, jusqu'à l'homme, âme rationnelle. Il analysa même l'art. Dans sa poétique, il défia son maître Platon, qui avait banni les poètes de sa république idéale pour être de simples imitateurs d'ombre. Aristote fut d'accord que l'art est mimésis, ou imitation, mais il argua que cette imitation est quelque chose de bon et de naturel pour les humains. L'art, surtout la tragédie, n'est pas seulement un divertissement. Il a une fonction psychologique et éthique. En voyant un héros tragique commettre une erreur et chuter, le public éprouve de la compassion et de la crainte. Le résultat est la catharsis, une purge ou clarification de ses émotions, qui nous laisse émotionnellement plus sains et éthiquement plus conscients.
Arrêtons-nous un instant pour admirer l'édifice. Nous avons une logique pour structurer la pensée, une métaphysique qui décrit la réalité de la matière et de la forme jusqu'à un premier moteur, une biologie qui classifie la vie, une éthique qui nous guide vers l'épanouissement, une politique qui conçoit la société et une poétique qui explique l'art. C'est un système total. Après sa mort et après la chute de Rome, beaucoup de ses œuvres furent perdues en Occident, mais pas dans le monde islamique. Des érudits comme Avicenne et surtout Averroès dans l'Espagne musulmane redécouvrirent, traduisirent et commentèrent abondamment Aristote. Pour eux, il était simplement le philosophe. Ce furent ces traductions arabes qui revinrent en Europe au Moyen-Âge. Et là, un théologien chrétien nommé Thomas d'Aquin réalisa l'une des plus grandes synthèses intellectuelles de l'histoire. Il fusionna la philosophie d'Aristote avec la théologie chrétienne, utilisant la logique et la métaphysique aristotélicienne pour construire des arguments en faveur de la foi. Ironiquement, ce fut le succès d'Aristote qui mena à sa chute. Son système, notamment sa physique et sa cosmologie, devint un dogme si rigide au sein de l'Église et des universités qu'il bloqua le progrès. La révolution scientifique de Copernic, Galilée et Newton dut rompre avec l'univers aristotélicien pour pouvoir émerger. Mais bien que sa physique ait été dépassée, son éthique connaît un renouveau. Dans un monde qui semble parfois divisé entre des règles rigides, déontologie, ou un calcul froid de conséquences, utilitarisme, l'éthique de la vertu d'Aristote offre une troisième voie. Elle nous demande non pas « mais quelles règles dois-je suivre ?» ou « quel est le meilleur résultat ?» mais « quel genre de personne est-ce que je veux être ?» Sa logique, bien qu'élargie par la logique moderne, reste la base de la pensée critique. Chaque fois que vous identifiez un sophisme dans un débat politique, chaque fois que vous construisez un argument étape par étape, vous marchez sur le terrain qu'Aristote a cartographié pour la première fois. Il nous a appris à ne pas être esclaves de la rhétorique. Et son idée du télos, bien que la science moderne ne cherche plus de finalité en physique, reste une question humaine fondamentale. Avons-nous un but? Quel est le télos de notre vie? La quête de l'eudémonia, de l'épanouissement, de vivre une vie avec sens, est aussi pertinente dans notre monde accéléré et numérique qu'elle l'était dans l'Athènes antique. Aristote fut, en essence, l'architecte de la rationalité occidentale. Il nous donna les outils pour penser, logique, une carte de la réalité, métaphysique, et un manuel d'instruction pour y vivre, éthique et politique. Son impulsion n'était pas mystique, elle était taxonomique. Il voulait comprendre, classer et expliquer. Il commit de terribles erreurs, oui. Sa science était limitée par son temps et ses préjugés culturels ont aveuglé son éthique sociale. Mais sa méthode, sa rigueur implacable, sa conviction que le monde est intelligible et que la raison est notre plus haut guide pour le comprendre et pour bien vivre, est un héritage que nous ne pouvons ignorer. Comme l'a dit le philosophe Alfred North Whitehead, la philosophie occidentale est une série de notes de bas de page de Platon. Si cela est vrai, Aristote a écrit l'encyclopédie qui explique ces notes, l'homme qui nous a appris à lire le monde qui est devant nous. Et merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage intellectuel si dense. J'espère que cela vous aura été fascinant et surtout utile. Aristote est un défi, mais un défi qui nous récompense par la clarté. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer de futurs voyages au cœur des idées qui nous ont façonnés. Continuez à penser, et j'adorerais connaître votre avis dans les commentaires. Quelle idée d'Aristote vous a le plus marqué? Le juste milieu, le premier moteur ou l'idée d'eudaimonia? Le débat continue. On se voit dans la prochaine vidéo.